Tout juste 19h à Alger. Merci de nous rejoindre pour votre bulletin d'information complet sur Al24 News. À la une de l'actualité de ce mercredi 10 janvier. 96e jour de génocide à Gaza, pas moins de 147 martyrs tombent sous les bombes sionistes dans 14 massacres perpétrés par l'entité sioniste durant les dernières heures. Retour dans ce journal sur le triangle de la mort en Palestine. Gaza Centre, Khan Younes et Rafah concentrent aujourd'hui le gros des attaques sionistes depuis quelques semaines. Dossier consacré à la Coupe d'Afrique des Nations avec l'arrivée des Verts d'Algérie en terre ivoirienne à Bouaké où ils disputeront l'ensemble de leurs matchs de poule. Et puis l'Équateur qui sombre dans le chaos sécuritaire après de graves incidents survenus dans la soirée d'hier. Nous ferons le point sur les derniers développements à Quito dans ce journal également. Madame, Monsieur, bonsoir. Le génocide sioniste à Gaza, tout proche de boucler son 100e jour, avec de nouvelles exactions et massacres commis ce mercredi dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Au moins 147 martyrs sont tombés durant les dernières heures dans 14 massacres commis par l'armée sioniste, notamment à Gaza, Rafah et Khan Younes. Le bilan global des victimes en ce 86e jour d'agression s'élève à 23 367 martyrs et près de 59 200 blessés. À noter également que la liste des journalistes tombés en martyrs depuis l'opération Déluge al-Aqsa s'allonge également à 115 victimes après que 3 journalistes aient été tués aujourd'hui. Il s'agit en l'occurrence de Ahmed Beddir, Sherif Akasha et Hiba Al-Abadla. À Rafah, justement, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans le bombardement par l'aviation de l'occupation sioniste d'un immeuble résidentiel situé à l'ouest de la ville, au sud de la bande de Gaza. Les corps des victimes ont été acheminés vers l'hôpital koweïtien. L'appartement ciblé se trouvait dans un immeuble résidentiel de la famille Naufel, dans le quartier de Tel As-Sultan, à l'ouest de Rafah. Comme vous pouvez voir, la maison, tout est tombé sur nous. Ma fille est tombée en martyr, ainsi que la fille de ma belle-sœur. Il y a aussi des blessés. Il ne reste plus rien ici dans la maison. Tout est tombé sur nous. Il y avait toutes sortes de blessures. Que Dieu nous venge. Les gens étaient en sécurité et rassurés. Qu'avons-nous fait pour qu'ils nous fassent ça ? Et depuis plusieurs semaines déjà, les zones de Gaza au centre de l'enclave, Khan Younes et Rafah au sud, sont particulièrement ciblées par l'entité sioniste qui, après avoir massivement attaqué le nord et provoqué le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud en leur assurant qu'il s'agit d'une zone sécurisée, frappe sans vergogne les habitants et les réfugiés qui tentent de s'y abriter. Naïla Hamouda. Des volutes de fumée s'élèvent dans l'air et ces images de panique. Une explosion vient de se produire à Dir el-Balah, dans le centre de Gaza. Un bâtiment près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa a été frappé par l'aviation sioniste. Bilan, 40 martyrs et des dizaines de blessés. Parmi la foule, les rescapés tentent de sauver les victimes de sous les décombres. Ces bombardements accentuent la pression sur le seul hôpital opérationnel de la région. Il n'y a donc aucune censure dans la bande de Gaza, contrairement à ce que prétend l'entité sioniste. Des commandos de l'armée d'occupation continuent de bombarder plusieurs endroits du territoire palestinien.
le Kaourani. Les camps de Boureij de Marazi sont toujours dans le viseur des forces sionistes. Des bombardements ont eu lieu, faisant au moins 20 martyrs, dont la majorité sont des enfants et des femmes. L'entité sioniste vise avec préméditation des civils dans le marché du camp de Nusayrat, faisant là aussi des dizaines de blessés. Cette agression sioniste dans le centre de Gaza s'étend au sud. Censée être également une zone sécurisée, l'est et le sud de Khan Younis ont été intensivement bombardés par des tirs d'artillerie, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, principalement des déplacés du centre et du nord de la bande de Gaza. L'armée de l'occupation massacre depuis 96 jours une population obligée de fuir l'enfer qui lui est promis par un régime d'apartheid qui ne s'est jamais soucié de la vie des Palestiniens, qu'il tue depuis des années déjà et bien avant le 7 octobre. L'entité sioniste veut appliquer son ancienne nouvelle politique qui consiste à vider la bande de Gaza de ses habitants et rééditer une autre Nakba, en envoyant des milliers de civils dans le désert de Sinaï ou même ailleurs. Pour les sionistes, le coût sera ainsi double, tuer le maximum de Palestiniens et pousser le reste à l'exode vers les terres égyptiennes. Tout cela au nom de la protection des vies humaines et de cette prétendue démocratie fallacieuse et meurtrière qui soi-disant les obligerait à avertir les civils et leur donner un délai pour quitter les lieux des crimes qu'ils projettent de commettre dans l'impunité la plus totale. Le président palestinien Mahmoud Abbas a reçu ce mercredi à Ramallah le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Une visite en Cisjordanie occupée qui intervient dans un contexte de pressions internationales et d'isolement diplomatique pour les États-Unis dans le dossier palestinien et leurs alliés israéliens également, au moment où les voix exigeant un cessez-le-feu tout en condamnant l'agression sioniste à Gaza et en Cisjordanie s'élèvent à la tribune onusienne notamment. À cette occasion, le président palestinien a mis en garde contre les tentatives de l'entité sioniste d'organiser et de planifier le déplacement forcé des Palestiniens ainsi que la dégradation de la situation humanitaire et sanitaire à Gaza. Le vrai problème, c'est l'administration américaine, car c'est elle qui supervise l'agression sur Gaza et sur la Palestine de manière générale. C'est elle qui donne le feu vert et assure la protection internationale et juridique, que ce soit au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale au profit de l'occupation israélienne et à ses dirigeants. Vous venez donc d'écouter Mahmoud El-Habbash, conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas, lors d'une déclaration exclusive qu'il avait accordée à Al-24 News. La résistance palestinienne qui continue de riposter aux attaques sionistes et à cibler les unités de l'armée d'occupation sur le terrain. Plusieurs opérations qualitatives ont été menées par les brigades Al-Qassam. Elles ont abouti à l'élimination d'un soldat dans les rangs de l'ennemi durant les dernières heures. Des opérations qui ont été documentées dans cette vidéo. اكبر الله الحق اسحب امن
الجندي امسك القط. الآن تفجير بالصباح، شوفوا تفجير الأول يعني الجنود الصهاينة الخنازير يقوم من نفاق فيها. Direction New York et en marge d'une réunion à l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au veto américain brandi contre la résolution sur un cessez-le-feu à Gaza, le groupe arabe a appelé à une nouvelle session extraordinaire publique au Conseil de sécurité dès vendredi prochain. Ainsi, comme nous, le groupe arabe a décidé de demander une réunion publique du Conseil de sécurité vendredi. Nous comprenons que ce sera le cas, au cours de laquelle nous pourrons discuter pour maintenir la question en vie au Conseil de sécurité. Riyad Mansour, représentant permanent de la Palestine auprès des Nations unies, s'est également exprimé sur l'avenir du statut de la Palestine dans l'organisation onusienne. Nous pensons que l'État de Palestine, après avoir changé son statut en 2012 pour devenir un État observateur, il est maintenant grand temps de reconnaître et d'admettre l'État de Palestine comme membre. Il s'agit d'un investissement dans la paix et d'un investissement pour sauver la solution à deux États. Et lors de son intervention à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Algérie a une nouvelle fois mis l'accent sur son rejet de tous les plans de déplacement forcé visant à chasser les Palestiniens de leurs terres. L'Algérie a par ailleurs réitéré son engagement à aller vers un cessez-le-feu qui garantisse l'acheminement régulier et suffisant de l'aide humanitaire à Gaza. L'Algérie renouvelle son rejet de tous les plans de déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres ou ceux visant à les éloigner par la force. Tout le monde doit être conscient que la place des Palestiniens est sur leurs terres et que toute tentative de déplacement les concernant est une violation du droit international. Il n'est pas possible de prétexter que la résolution 2027 satisfasse les revendications des acteurs humanitaires et le secrétaire général des Nations Unies a été clair sur ce point. Il a déclaré, je cite, « Le cessez-le-feu humanitaire est la seule voie permettant de satisfaire les besoins urgents de la population de Gaza. » Et lors de cette assemblée, l'Algérie a insisté sur le fait que le cessez-le-feu à Gaza est avant tout une affaire de responsabilité collective aux Nations unies. Une démarche sérieuse et ferme est nécessaire en vue de mettre fin aux violations dont est victime le peuple palestinien, ainsi que pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza. Il s'agit d'une responsabilité collective à laquelle nous devons œuvrer ensemble comme une première étape vers notre objectif suprême, qui est celui de permettre au peuple palestinien de faire valoir son droit légitime à établir un État palestinien avec Al-Quds comme capitale. Et de New York à La Haye, aux Pays-Bas, et à la veille de la tenue d'une audience historique à la Cour internationale de justice, à la suite de la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste au grief de crimes contre l'humanité à Gaza, le ministère sud-africain de la Justice a annoncé mardi que le ministre Ronald Lamola dirigera la délégation de son pays auprès de la Cour internationale de justice dans le cadre de l'affaire de génocide dont la première audience est prévue, comme je le disais, à La Haye les 11 et 12 janvier courants.
Actualité africaine, la Cour constitutionnelle du pays du Congo démocratique a confirmé mardi la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre dernier avec plus de 73% des voix, et ce après avoir rejeté une requête d'un candidat à l'élection. Selon les résultats définitifs proclamés en audience publique par la Cour, le président sortant au pouvoir depuis janvier 2019 gagne même un dixième de point et porte son score à 73,47% par rapport au chiffre provisoire annoncé le 31 décembre par la commission électorale et qui lui attribuait 73,34% des voix. Et aussitôt le jugement de la Cour constitutionnelle du RDC prononcé, la Chine s'est empressée de féliciter le président congolais pour sa réélection. Pékin se dit attaché à une grande importance au développement des relations bilatérales, notamment dans le cadre de l'initiative de la route de la soie. La Chine a noté que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a annoncé les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Nous respectons le choix du peuple congolais et félicitons le président Tshisekedi pour sa réélection. Nous pensons que sous la direction du président Tshisekedi, la République démocratique du Congo obtiendra davantage de résultats sur la voie du développement et du renouveau national. Au Nigeria, pas moins de 2,5 tonnes d'ivoire d'une valeur de 11,2 millions de dollars saisies chez les contrebandiers ont été détruites. L'information a été dévoilée dans un communiqué signé par Alio Jouaro, directeur général de l'Agence nationale pour l'application des normes et réglementations environnementales du Nigeria. La grande partie des ivoires détruits avait été introduite en contrebande et vendue illégalement dans le pays, selon les dires de la même source. En Équateur, des hommes armés cagoulés ont fait irruption mardi sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil et ont pris en otage des journalistes et d'autres employés. Selon les images diffusées en direct par cette chaîne, le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a, dans la foulée de cet incident, déclaré son pays en état de conflit armé interne et a ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Safwan Bansabri. 14h23 heure locale, une dizaine d'hommes armés cagoulés font irruption dans le plateau d'une chaîne télévision publique dans le sud-ouest de l'Équateur. En plein direct, ils prennent les journalistes et employés en otage. Dans l'urgence, la police nationale se déploie autour des locaux de la chaîne et procède à l'assaut. Les insurgés se rendront sans faire de victimes. C'est l'embrasement en Équateur. Dans plusieurs prisons, les prisonniers se mutinent, les policiers sont enlevés et portés disparus. Le président équatorien élu en novembre fait face à la plus grande crise sécuritaire de son mandat. Lundi, il déclare l'état d'urgence dans tout le pays, y compris dans les prisons, et met en place un couvre-feu entre 23h et 5h. J'ai donné des indications claires aux commandants, policiers et militaires pour qu'ils interviennent dans le contrôle des prisons. Je viens de signer un décret d'état d'urgence pour que les forces armées puissent avoir tout le soutien politique et juridique dans leurs actions. Je lance un appel à tous les citoyens car ce combat est le combat de tous. Donc eux aussi doivent leur apporter leur soutien. Ces mesures font suite à l'évasion spectaculaire d'Adolfo Macias, chef de gang d'environ 8000 hommes. Le fugitif s'est volatilisé. La situation reste imprévisible. L'ennemi numéro 1 en liberté. Les universités et les commerces sont fermés, alors que les narcotrafiquants circulent librement à travers le pays. Retour au Proche-Orient pour parler d'Irak. Le pays exige le départ dans les plus brefs délais de la coalition internationale menée par les États-Unis, une coalition
censé depuis janvier 2014 combattre le groupe terroriste Daesh. Souila Kilal. En finir avec la présence des forces américaines et de la coalition internationale dirigée par Washington. L'Irak semble déterminé à avoir un retrait rapide et ordonné des forces américaines de son territoire par le biais de négociations. Pour rappel, la coalition occidentale, à sa tête les États-Unis, intervient en Irak depuis 2014 dans le cadre d'un dispositif destiné à lutter aux côtés des forces irakiennes contre la résurgence de Daesh. Aujourd'hui, la présence de la coalition internationale contre Daesh, qui s'est appuyée sur les appels des précédents gouvernements irakiens, n'a aucune justification avec la guerre contre Daesh et avec le succès des forces irakiennes et de toutes leurs factions pour contrôler le pays. L'onde de choc du génocide sioniste à Gaza semble inévitablement se propager aux pays de la région. L'Irak voit la présence américaine comme une force déstabilisatrice sur ses territoires. La série de frappes américaines contre des cibles irakiennes, notamment l'attaque de drones perpétrée jeudi dernier à Bagdad, ne fait que renforcer ce sentiment. Pour le gouvernement irakien, c'est une agression contre l'Irak perpétrée par la coalition internationale. Nous pensons que réorganiser les relations avec les pays de la coalition internationale en mettant fin à sa présence permettra d'éviter davantage de tensions et l'enchevêtrement des questions de sécurité intérieure et régionale. Même si aucun délai n'a encore été fixé pour le retrait des forces de la coalition internationale, le Premier ministre irakien assure que son gouvernement est en train de fixer la date du début du dialogue à travers un comité bilatéral qui déterminera les modalités de la fin de cette présence. Selon Al-Soudani, c'est un engagement sur lequel le gouvernement irakien ne reculera pas. La mission de la coalition internationale contre Daesh est terminée. Convenons d'un délai qui soit honnêtement rapide pour qu'il ne reste pas longtemps et que les attaques continuent de se produire. Nous le répétons toujours, nous devons éloigner l'Irak du conflit régional et international. Cela profite non seulement aux Irakiens, mais aussi à la région et au monde entier. Il semble très clair que les autorités irakiennes soient pressées de voir les forces de la coalition occidentale quitter le pays. Car au vu de ce qui semble se profiler à l'horizon, tout porte à craindre que l'Irak soit bien parti pour devenir le théâtre d'un conflit régional. Cannes 2023 également à l'actualité du soir. L'équipe nationale algérienne est arrivée cet après-midi à Bouaké, à 3 jours du début de la compétition. L'équipe nationale algérienne disputera l'ensemble de ses matchs de poule du groupe D à Bouaké, un groupe qui mettra aux prises l'Algérie, le Burkina Faso, l'Angola et également la Mauritanie. Allez, un mot d'économie également en Algérie pour dire que le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu en cette soirée le PDG du groupe énergétique italien Eni. Les entretiens se sont concentrés sur la coopération bilatérale entre les deux pays, donc l'Algérie et l'Italie. La coopération algéro-américaine en matière d'énergie également à l'actualité. Le ministre de l'Énergie et des Mines algérien Mohamed Arqab a reçu mardi à Alger une délégation de la major américaine ExxonMobil conduite par son vice-président John Ardil. Une audience entre les deux parties a été consacrée à l'examen des opportunités de partenariat, d'investissement ainsi que des consultations en cours entre Sonatrach et ExxonMobil en matière de développement des hydrocarbures, notamment en amont. À cette occasion, les deux parties se sont félicitées du niveau des relations et des consultations bilatérales visant à parvenir à la signature d'un accord dans les jours à venir. C'est la fin de ce journal. La suite avec l'échiquier international présenté par Leïla Guertal
Excellente suite des programmes sur Al 24 News.